Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. Laissez-nous aussi un commentaire. Le soleil venait à peine de se lever sur l'île Banana qu'Ife Omenagi fut convoqué dans le bureau privé du chef Kenneth Obiku. Employée comme domestique au domaine d'Obiku depuis seulement 3 mois, elle se fondait discrètement dans la masse, consciencieuse, propre et jamais du genre à bavarder. Elle supposait qu'on la renvoyait ou qu'on la réprimandait. Mais, debout dans le vaste bureau meublé d'acajou, flanqué d'étagères en verre remplis de livres anciens et d'un portrait silencieux de Madame Obiku se dressant au-dessus, l'atmosphère devint pesante. Le chef Obiku, une silhouette imposante en cafetan blanc et lunettes à monture dorée, lui fit signe de s'asseoir. « Mon fils a 18 mois à vivre », a-t-il dit brusquement. « Cardiomyopathie. Les médecins ne peuvent plus rien faire. » Et il a refusé de donner un sens à ces mots. Ife Omenagi fronça les sourcils, perplexe. Il poursuivit, « Je veux que tu l'épouses. Pas par amour. Par devoir. Par héritage. Pour 50% de tout ce que je possède. » Ces mots lui firent l'effet d'un coup de tonnerre. Au début, elle crut à une blague cruelle. Un test de loyauté, peut-être. Mais le chef Obiku n'était pas homme à plaisanter. Il exprimait ses attentes avec une clarté effrayante. Elle épouserait légalement Kisholm Obiku en moins d'une semaine, vivrait avec lui dans la demeure familiale et lui offrirait compagnie. Aucune obligation d'amour ou d'intimité physique. Juste une présence, émotionnelle et sociale. Il lui faut quelqu'un qui n'ait pas peur de la mort, dit le chef. Il lui faut une raison de regarder au-delà de l'horloge. Ifeoma resta figé, l'esprit en ébullition. Sa mère était malade et perdait progressivement la vue. Ses 2 plus jeunes frères et sœurs n'avaient pas payé les frais de scolarité depuis 1 an. Son père était mort d'un AVC quand elle avait 15 ans, et depuis, sa vie n'était qu'une longue lutte contre la pauvreté. Pourtant, épouser un inconnu pour la richesse, surtout un homme condamné à la mort, n'était pas une décision qu'elle pouvait prendre à la légère. « Rentre chez toi. Réfléchis, » conclut le chef. « Mais ne tardez pas trop. Mon fils n'a plus de temps. » La minuscule chambre partagée par Ifeoma, dans les quartiers des domestiques, ressemblait à un tombeau cette nuit-là. Elle ne dormait pas. Elle fixait le plafond, des questions la déchirant. Était-ce bien elle, une femme prête à se vendre au plus offrant, ou le destin lui proposait-il un marché impossible pour enfin sauver sa famille de la souffrance? Le lendemain matin, elle prit un jour de congé et rentra chez elle à Adjigal. L'état de sa mère s'était aggravé et Mamanaji peinait désormais à distinguer le jour du soir. Son frère traînait avec des garçons qui parlaient d'argent facile, et sa sœur n'avait pas mangé depuis la veille. Ce soir-là, Ifeoma était assise devant le bungalow exigu, les yeux fixés sur le toit en zinc rouillé, et se demandait ce que 50% de la fortune d'un milliardaire pouvait bien leur apporter. Clinics, école, nurture, une nouvelle maison, une nouvelle vie. Mais à quel prix? Elle répéta les paroles du chef Obiku. Vous n'êtes pas la première femme à contracter un mariage de convenance. Mais tu seras peut-être le dernier à sauver mon fils. Le poids de cette sentence la hantait. Elle se souvint d'une phrase de sa mère, prononcée un jour à la mort de son père. Parfois, la dignité ne réside pas dans ce à quoi on dit non, mais dans ce qu'on choisit d'endurer pour les autres. Le cœur déchiré entre la culpabilité morale et la survie, Ifeoma se retrouva dans le bus du soir pour rentrer à Okwa, la décision pesant lourdement sur sa poitrine. De retour au manoir, elle ne se rendit pas dans sa chambre. Elle se dirigea directement vers l'écurie et se tint devant le chef Obiku, qui la regarda avec le calme d'un homme qui s'attendait à gagner. « Je le ferai, » murmura-t-elle. « Mais je ne veux pas de ta fortune avant son départ. Je veux d'abord gagner son respect. » Le chef hocha lentement la tête, d'un hochement de tête indéchiffrable. « Alors prépare-toi. Tu rencontreras ton futur mari demain. » Le lendemain, Ifeoma se tenait devant la porte de la chambre de Kisholm, les doigts tremblants. Le majordome frappa et lui ouvrit, révélant une pièce plongée dans l'ombre. Kisholm Obiku était assis sur un canapé inclinable près de la baie vitrée, contemplant l'océan. Il portait un simple sweat à capuche noire et un pantalon de survêtement. Ses cheveux étaient épais, un peu longs, et sa mâchoire était couverte d'une barbe de quelques jours. Il ne ressemblait en rien au garçon souriant des portraits de famille. « Alors, c'est toi que mon père a acheté ?» dit-il sans se retourner. Ifeoma se figea. « Je ne suis pas venu ici pour être insultée » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme.
Il se tourna enfin vers elle, le regard vide, assombri par des années de ressentiment et de fatigue. « Alors, pourquoi es-tu ici, Iphéoma? Crois-tu que l'amour me guérira, ou veux-tu juste l'argent ?» Elle ravala sa fierté et répondit honnêtement. « Je suis venue parce que je devais sauver ma famille. Mais je reste parce que personne ne mérite de mourir seul. » Kisholm ricana et détourna le regard. « Tu as 18 mois, bonne. Après cela, rassemblez vos richesses et partez. En attendant, ne me parlez pas, sauf si on vous le demande. Ne touchez à rien dans cette pièce. Et ne joue pas les nounous. » Son rejet lui fit mal, mais Iphéoma ne broncha pas. Elle hocha simplement la tête et quitta la pièce. Dehors, le chef Obiko attendait dans le couloir. « Tout s'est passé comme prévu, murmura-t-il. Ne vous découragez pas. ILTE combattra. Mais si tu peux le supporter, tu seras peut-être le seul à l'atteindre. » Iphéoma ne répondit pas. Elle passa devant l'escalier de marbre et se retira dans ses appartements, sa résolution durcissant comme l'acier. Si elle devait épouser cet homme, elle le ferait avec dignité, même si son cœur restait enfermé. Une équipe d'avocats arriva au manoir 2 jours plus tard. Le chef Obiko était assis à la tête de la table en acajou, entouré d'avocats à l'air sévère. Iphéoma disposait de son propre avocat, payé par le chef, mais chargé de défendre ses intérêts. Le contrat était complexe. Aucune clause de consommation. Période fixe de 18 mois. Aucun versement avant la confirmation du décès. Tout manquement annulerait l'héritage. Le mariage serait civil et légal, suivi d'un déménagement à la résidence privée d'Obiko, sur Lucky Phase 1. Iphéoma signa, sa main tremblant légèrement. De l'autre côté de la table, Schisme signa sa partie, sans lever les yeux. Il ne lui avait pas adressé la parole depuis leur première rencontre, et il semblait qu'il n'avait aucune intention de le faire maintenant. Après la signature, Iphéoma se retira dans la cour pour reprendre son souffle. Sa mère l'appela plus tard dans la soirée, d'une voix douce et hésitante. « Tu as l'air fatigué, dit-elle. Mais tu es fort. Plus forte que je ne t'ai jamais connue. » Iphéoma failed it pleurer. Elle voulait tout dire à sa mère, qu'elle venait de signer 18 mois de sa vie pour épouser un mourant. Mais au lieu de cela, elle souriait au téléphone et disait « Les choses changent, maman. Bientôt, tout ira mieux. » Et, au fond d'elle-même, un murmure de doute s'éleva. Avait-elle bien agi? Ou se retrouvait-elle simplement prisonnière d'une cage dorée? Le jour du mariage arriva, et Banana Island n'avait jamais paru aussi élégant. Les allées étaient remplies d'orchidées importées du Cap, et les mondains légaux chuchotaient derrière des lunettes de soleil extravagantes. Pourtant, sous tout ce glamour, l'atmosphère était tendue. Iphéoma portait une élégante robe couleur crème taillée par un créateur de luxe, mais elle se sentait invisible. Schisme se tenait à ses côtés tel un mannequin, raide, inexpressif, distant. Lors de l'échange des vœux, il leva à peine les yeux pour la croiser. L'officiant les déclara mari et femme, et des applaudissements polis résonnèrent dans le jardin. Pas de baisers, pas d'émotion, juste des signatures et des destins scellés. Tandis que les invités sirotaient du champagne et posaient pour les photographes, Schisme disparut dans le manoir. Iphéoma resta seule près de la fontaine, son voile flottant au vent. Elle regarda sa bague, en or, lourde et froide, et se demanda ce que cela signifiait de la porter pour quelqu'un qui ne voulait pas d'elle. Ce soir-là, après le départ des invités et la tamisée des lumières, elle entra dans sa chambre et trouva une lettre sur le lit. « Ne viens pas dans ma chambre. N'essaie pas de me sauver. Prends juste ta récompense et attends. » La lettre n'était pas signée, mais elle n'avait pas besoin de deviner. Avec un profond soupir, Iphéoma s'allongea sur le lit, les yeux fixés au plafond, se préparant à la longue route qui l'attendait. Le manoir ressemblait à un palais conçu pour les fantômes. Iphéoma vivait désormais dans l'aile, une suite privée autrefois réservée aux dignitaires étrangers. Elle était plus grande que toute sa maison familiale à Adjugunal, mais elle y était froide, décorée avec goût, mais dépourvue de chaleur. La chambre de Schisme se trouvait dans l'aile opposée, et le majordome lui avait explicitement interdit de s'y approcher sans y être convoqué. Les jours passèrent en silence. Des mules étaient laissées devant sa porte. Ses infirmières entraient et sortaient comme des ombres silencieuses. Iphéoma parcourait la vaste demeure en silence, s'efforçant de ne gêner personne. Tous les membres du personnel évitaient tout contact visuel. Ils avaient servi la famille pendant des années et pensaient qu'elle ne méritait pas sa présence. Ils murmuraient dans son dos. Elle entendit des fragments,
chercheuse d'or, épouse temporaire, déguisée. Mais elle ne répondit jamais. Elle se rappela qu'elle n'était pas là pour une validation, mais pour sa famille. Le soir, Iphéoma était assise près de sa fenêtre, regardant le clair de lune s'étendre sur le domaine d'Obiko. La brise marine lui rappelait des temps plus simples. Aller chercher de l'eau dans des seaux en plastique, cuisiner au bois et aider maman à vendre des légumes. Mais désormais, sa vie était rythmée par l'argenterie froide, les serviettes brodées et des pièces trop silencieuses pour respirer. La solitude était pesante. Même le chef Obiko, qui avait été à l'origine de cet arrangement, ne la reconnaissait presque plus. Il avait obtenu ce qu'il désirait. Une épouse pour son fils, quelqu'un qui donnerait à Kisholm une raison d'affronter chaque matin. Mais Kisholm ne semblait pas prêt. Il ne lui avait pas adressé la parole depuis le mariage. Chaque jour, Iphéoma remettait en question sa décision. Mais chaque fois qu'elle appelait à la maison et entendait la voix s'affaiblir de sa mère ou l'excitation de son frère à l'idée de reprendre l'école, elle se rappelait que ce silence, cet isolement, c'était un sacrifice. Et les sacrifices s'accompagnaient de douleur. C'est arrivé de manière inattendue, comme la plupart des tragédies. Iphéoma passait devant l'aile de Kisholm lorsqu'elle entendit un craquement. Son instinct prit le dessus. Elle se précipita à l'intérieur, poussa la double porte de sa chambre et le trouva étendu par terre, haletant, une main sur sa poitrine, l'autre tendue vers une table de chevet renversée. La pièce était sombre, mais elle pouvait voir la sueur perler sur son front. Ses lèvres tremblaient tandis qu'il essayait de respirer. « À l'aide !» cria-t-elle en se précipitant à ses côtés. Mais avant qu'elle puisse le toucher, sa voix perça le chaos, rauque et faible. « Ne me touche pas !» gémit-il, repoussant sa main avec le peu de force qui lui restait. « Source !» Elle hésita. Cela allait à l'encontre de tout ce qu'elle était en elle. Mais la peur dans ses yeux n'était pas d'elle, mais d'être vue, d'être vulnérable, d'être soignée. Alors, malgré la douleur que cela lui causait, elle partit. Les médecins arrivèrent rapidement. L'épisode passa. Kisholm survivrait, du moins pour l'instant. Mais l'image de lui, étendu sur le sol, si impuissant et effrayé, hanta Iphéoma toute la nuit. Pour la première fois, elle ne vit pas l'air froid et gâté d'une fortune, mais un homme brisé luttant contre la certitude de la mort. Un homme qui craignait d'être attaqué plus que de mourir. Le lendemain, elle laissa un petit mot sous sa porte. « J'ai lu, je n'ai rien vu. Mais je serai toujours là. » Au cas où. Elle n'attendait pas de réponse. Elle n'en avait pas besoin. Elle espérait simplement que dans cet instant de fragilité, il comprenait qu'elle n'était pas là pour exposer sa faiblesse, mais pour la partager en silence. C'était le début de quelque chose qui n'avait pas encore de nom. Ni l'amitié, ni l'amour. Mais peut-être une compréhension qui ne nécessitait pas de mots. À partir de ce jour, Iphéoma trouva de nouveaux moyens de joindre Kisholm sans franchir ses limites. Elle commença à cuisiner elle-même, se faufilant dans la cuisine avant l'arrivée du chef, préparant des soupes locales et du porridge moelleux à l'igname, des plats dont elle se souvenait grâce aux histoires que sa mère lui racontait un jour en passant. Elle laissait le plateau devant sa porte avec des mots manuscrits, parfois une simple citation, parfois une prière, parfois une blague griffonnée au bas de la serviette. Elle n'attendait jamais de voir s'il ouvrait la porte. Mais peu à peu, des signes apparurent. Un matin, elle trouva le plateau vide avec une cuillère propre et soigneusement enveloppée dans le torchon. Une autre fois, sa plaisanterie reçut une réponse sarcastique griffonnée sur la serviette. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà quelque chose. Cela signifiait qu'il écoutait, peut-être même souriait. Elle commença à poser des questions subtiles aux infirmières. Dort-il bien? Mange-t-il quand je ne regarde pas? Qu'est-ce qu'il aime? Elles étaient prudentes, hésitantes à lui faire confiance. Mais avec le temps, sa sincérité les a désarmées. L'un d'eux murmura. Il dort mieux quand tes mots arrivent. Iphéoma ne dit rien. Mais cette nuit-là, elle écrivit une lettre qu'elle n'aurait jamais cru écrire. Même la lune se lève parce qu'elle le doit. Non pas parce qu'elle le veut, mais regardez comme elle devient belle au fil du temps. Elle n'essayait pas de changer Kisholm. Elle n'était pas assez folle pour croire que l'amour pourrait le sauver. Mais elle savait que, parfois, il suffit d'une seule voix dans le silence pour vous rappeler que vous êtes toujours en vie. Les jours se transformèrent en semaines, et la glace qui enveloppait le cœur de Kisholm commença à fondre. Un après-midi, Iphéoma était assise dans la bibliothèque lorsqu'il apparut à l'improviste. Elle resta debout, hésitant entre le saluer et se retirer. « Assieds-toi » dit-il d'une voix toujours rauque, mais pas méchante.
Il lui demanda où était le livre qu'elle tenait. Elle lui répondit que c'était les mémoires d'une femme qui avait élevé 6 enfants dans un studio. Il ricana. On dirait le pire cauchemar de mon père. Elle sourit, et pour la première fois, il ne se détourna pas. Au lieu de cela, il lui demanda si elle était déjà allée au ranch d'Obudu. Elle n'y était pas allée. Il parut surpris. On y va, murmura-t-il. Puis il marqua une pause. Tu devrais y aller, je veux dire. Ça te plairait. Ce n'était pas un rendez-vous. Ce n'était pas un plan. Mais c'était la première phrase qu'il prononçait qui l'incluait dans une vision de quelque chose à l'extérieur de la maison. Au fil du temps, ils commencèrent à avoir des conversations, brèves, prudentes, mais sincères. Il commença à l'appeler par son nom. Il l'écoutait lorsqu'elle parlait, même s'il répondait rarement avec émotion. Ses murs étaient encore debout, mais elle voyait les fissures. Un soir, il la croisa dans le couloir et lui dit « J'aime la soupe à Gusy ». Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. « Tu as fait la différence. » Puis il s'éloigna. Cette simple déclaration la hanta toute la nuit. Pour Ifeoma, ces petites marques de reconnaissance comptaient plus que n'importe quelle richesse. Elle ne parvenait pas à le conquérir. Elle lui rappelait simplement qu'il était humain et qu'elle était présente. Et dans une maison bâtie sur le silence et l'argent, c'était une révolution en soi. La panne de courant est survenue juste après le coucher du soleil. Le manoir fut plongé dans l'obscurité, à l'exception des lumières de secours du couloir. Le personnel se précipita. Ifeoma se surprit à vérifier la salle des générateurs avant de se diriger instinctivement vers l'aile de Kisholm. Sa porte était ouverte. Il était assis au bord du lit, les yeux rivés sur le ciel nocturne, le clair de lune projetant des ombres sur ses traits décharnés. « Tu veux sortir » demanda-t-elle doucement. Il la regarda un long moment, puis hocha la tête. Elle alla chercher un fauteuil roulant sans attendre la permission et l'aida à s'y installer. Pour la première fois, il ne la repoussa pas. Ils traversèrent le couloir et sortirent dans le jardin, où l'air était chaud et doux, empli du parfum de l'hibiscus et de la terre. Ils restèrent assis près de l'étang, en silence, pendant plusieurs minutes. Finalement, Kisholm rompit le silence. Ma mère m'emmenait ici tous les dimanches soirs, avant que son cancer ne s'aggrave. Il marquait une pause, le regard perdu dans le vide. Elle me disait, ne regarde pas l'eau. Regarde ton reflet dedans. Je ne l'ai compris qu'après sa mort. Ifeoma n'a rien dit. Sa main reposait près de la sienne, sur l'accoudoir, proche mais sans la toucher. Tu me fais penser à elle, dit-il soudain. Pas en face. En esprit. Elle se tourna vers lui, surprise. Elle avait une force tranquille, ajouta-t-il. Elle n'avait pas besoin d'une pièce pour reconnaître sa présence. Tu l'as aussi. Une brise passa entre eux, portant le poids d'un silence partagé. À ce moment-là, quelque chose a changé. Pas l'amour. Pas encore. Mais quelque chose qui avait le potentiel de devenir plus grand. Le silence du manoir fut rompu par un éclat de rire inattendu, un rire venu de Kisholm. C'était la fin de l'après-midi, et Ifeoma s'était installé dans le salon pour regarder l'une de ses émissions de cuisine préférées, ignorant le passage de Kisholm. L'émission mettait en vedette un chef flamboyant qui assaisonnait chaque plat de manière excessive. Lorsqu'il mit accidentellement le feu à une serviette, le rire étouffé d'Ifeoma se transforma en un éclat de rire. Surpris, Kisholm marqua une pause, s'adossa à la porte et, pour la première fois, l'observa sincèrement. Son rire était contagieux. Il entra, s'assit à l'autre bout du canapé et murmura. Ce type empoisonnerait tout un village avec ce sel. Elle resta bouche bée de surprise. Tu regardes vraiment la télé demanda-t-elle. Il sourit. Je fais beaucoup de choses en secret. Et d'un seul coup, le mur invisible entre eux commença à s'effondrer, brique par brique, rire après rire. Ce soir-là, ils regardèrent 2 autres épisodes ensemble. Kisholm fit même une remarque sarcastique sur l'obsession du chef pour le beurre, provoquant un rire d'Ifeoma jusqu'à ce que les larmes lui coulent sur le visage. Il la regardait plus que l'écran, captant la douceur de ses expressions, la lumière qu'elle dégageait si naturellement. Quelque chose s'éveilla en lui, quelque chose d'inhabituel, mais pas désagréable. Après le dernier épisode, elle se leva pour partir. « Merci d'avoir diverti le mourant, » dit-il avec un sourire en coin. « Tu ne vas pas mourir aujourd'hui, Kisholm, » répondit-elle doucement. « Alors profite d'aujourd'hui tant que tu peux. » Il hocha la tête et, pour la première fois depuis leur mariage, dit « Bonne nuit, Ifeoma. » En s'éloignant,
Elle comprit que quelque chose d'important avait changé. Cela ne faisait plus partie du contrat. Ce n'était plus une question de devoir. Il s'agissait d'un lien qu'aucun d'eux n'avait anticipé. Le personnel de la maison Obiki avait toujours fonctionné selon une hiérarchie tacite, la richesse au sommet, la servitude à la base. Ifeoma avait brisé ce système sans effort. Les rumeurs sur sa relation avec Kisholm se répandirent comme une traînée de poudre. Des murmures la suivaient à chaque pas. Elle le séduit, elle a tout planifié, elle va tout prendre. Un matin, l'une des gouvernantes les plus expérimentées, Madame Lydia, l'a coincée dans la cuisine et lui a lancé avec mépris. Ne pense pas que porter une bague fasse de toi l'une des nôtres. Tu es toujours la bonne qui nettoie les toilettes. Ifeoma n'a pas répondu. Elle avait grandi en sachant que la dignité ne consistait pas toujours à répondre, mais à marcher droit devant, même quand on essayait de vous rabaisser. Pourtant, les mots la blessaient. L'isolement s'accentuait. Personne ne s'asseyait à ses côtés pendant les pauses du personnel. Personne ne lui parlait gentiment, sauf en cas de nécessité. Mais elle supportait cela, car son objectif était plus important que leur approbation. Lorsque Kisholm remarqua qu'elle évitait les parties communes, il la confronta gentiment. « Il ne vous respecte pas, n'est-ce pas ?» demanda-t-il un soir alors qu'ils partageaient le thé sous la véranda. « Il pense que je me suis sorti de la pauvreté en me mariant, » admit-elle. « Peut-être que oui, dit-il, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit de vous en faire honte. » Le lendemain, il fit un geste inattendu. Pendant le petit déjeuner, en présence du personnel, il tira sa chaise, lui servit du thé et dit à voix haute « Ma femme a fait ce ragoût hier. Si vous savez ce qui est bon pour vous, demandez-lui la recette. » Le silence régna dans la salle. Les yeux s'écarquillèrent. Les bouches s'écarquillèrent. Ifeoma voulut s'enfoncer dans le sol, mais Kisholm lui lança un regard ferme, intentionnel et protecteur. Ce geste n'effaça pas le ressentiment, mais il changea le ton. Pour la première fois, certains membres du personnel ont commencé à la traiter comme une personne à part entière. C'était un mercredi, une journée qui avait commencé comme toutes les autres. Ifeoma venait de terminer sa conversation téléphonique avec sa mère lorsqu'elle a entendu un fracas à l'étage. Sans hésiter, elle traversa les couloirs et monta le grand escalier, le cœur battant la chamade. Elle trouva Kisholm effondré au pied de son lit, pâle et insensible, la poitrine haletante. Son infirmière personnelle était sortie un instant, et seul Ifeoma était là, lui tenant les mains tremblantes, l'appelant d'une voix étranglée par la panique. Elle a crié à l'aide. « S'il vous plaît, quelqu'un. Il respire mal. » Les ambulanciers sont arrivés quelques minutes plus tard. Kisholm a été transporté d'urgence à l'hôpital tandis qu'Ifeoma était à ses côtés dans l'ambulance, ses mains serrant les siennes plus fort qu'elle ne le pensait. Ses lèvres murmuraient des prières désespérées entre deux halètements de peur. Pour la première fois depuis le début de cet arrangement, l'idée de le perdre lui semblait insupportable. La salle d'attente de l'hôpital était stérile, froide et silencieuse, tout comme l'était le manoir autrefois. Mais maintenant, j'ai tout fait. Le chef Obiki arriva et fut surpris de voir Ifeoma faire les 100 pas et refuser de s'asseoir. « Ils ne me laisseront pas entrer, » lui dit-elle, les larmes aux yeux. « Ils ont dit que c'était seulement de la famille, mais je suis sa femme. Sa voix se brisa. Le chef Obiki la regarda sous un jour nouveau. La servante posée et réservée avait disparu. À sa place se tenait une femme qui craignait sincèrement pour la vie de son mari. Les heures passèrent. Les médecins sortirent et confirmèrent que l'état de Kisholm était stabilisé. Il était inconscient, mais plus en danger immédiat. Lorsqu'ils l'autorisèrent à le voir, elle se tint près de son lit, les mains tremblantes. Elle murmura « Tu ne peux pas partir comme ça, Kisholm. » « Pas encore. » Et tandis que les machines battaient doucement autour d'elle, elle réalisa que son cœur n'était plus seulement investi, mais empêtré. Kisholm reprit connaissance le lendemain matin, désorienté et faible. Ses yeux parcoururent la chambre d'hôpital jusqu'à ce qu'il se pose sur Ifeoma, endormi sur une chaise, la tête posée près de sa main sur le matelas. Ses doigts étaient enroulés autour des siens, un geste protecteur qu'elle n'avait pas relâché de la nuit. Il l'observa un long moment avant de déplacer doucement ses doigts, et elle se réveilla. « Tu es resté, croissa-t-il. » Elle se redressa vivement, essuyant les larmes de ses yeux. « Bien sûr que si. » Un silence s'installa entre eux avant qu'ils ne reprennent la parole, plus bas cette fois. « Je suis désolé, Ifeoma, pour la façon dont je t'ai traité depuis le premier jour. Tu ne le méritais pas. » Elle hocha lentement la tête, sans avoir besoin de grandes excuses, juste de la vérité. « Et cela,
venant de lui, était plus que suffisant. À partir de cet instant, la tension entre eux s'apaisa. De retour à la maison, Kisholm commença à l'impliquer davantage, lui demandant de l'accompagner pour de courtes promenades dans le jardin, de partager ses opinions sur des livres et même de rire un peu plus librement. Le personnel le remarqua, tout comme le chef Obiku, qui demeurait silencieux et observait en retrait. Pour Ifeoma, ses excuses ne concernaient pas seulement le passé, mais lui permettaient d'assumer pleinement le rôle qu'elle refusait. Pas seulement une épouse légitime, mais une femme qui comptait pour cet homme d'une manière qu'aucun contrat ne pouvait définir. Kisholm commença même à l'appeler Ife, une version abrégée de son prénom qui signifiait aussi amour en yoruba. Et même s'il prétendait que c'était une coïncidence, son regard indiquait le contraire. Un mois plus tard, Kisholm avait un autre rendez-vous avec son cardiologue. Ifeoma l'accompagnait, assise en silence, tandis que le médecin stabilisait les scanners. Après une longue pause, le médecin afficha un sourire mesuré. Il y a eu une légère amélioration. Rien de miraculeux, mais votre cœur est moins sollicité. Émotionnellement, vous semblez plus calme. Ça aide plus qu'on ne le pense. Kisholm ricana, à moitié amusé. Alors vous dites quel est mon remède? Le docteur ricana, mais ne n'y a pas. Ifeoma resta silencieuse, les mains jointes sur ses genoux. Plus tard dans la soirée, Kisholm se tenait près de la fenêtre de sa chambre, regardant le coucher de soleil se fondre dans le ciel. C'est drôle comme la vie lutte pour rester. Même quand l'horloge tourne, murmura-t-il. Puis il se tourna vers elle. Je ne sais pas ce qui se passe entre nous, Ifeoma, mais je sais que je respire mieux quand tu es près de moi. Son cœur se serra à ces mots. Elle ne répondit pas par des déclarations, se rapprochant simplement et posant doucement sa main sur la sienne. Alors, prenons une inspiration à la fois, dit-elle. Ce soir-là, pour la première fois, ils dînèrent non pas en étrangers, ni en compagnons liés par un contrat, mais comme deux êtres tissant discrètement quelque chose de fragile, mais de réel. Tandis que les rires revenaient au manoir Obiki par petites doses, la peur qui les habitait autrefois commença à s'estomper. Et bien qu'aucun d'eux n'osât encore prononcer le mot amour, celui-ci flottait entre eux, doux, patient et patient. La paix qui s'était progressivement installée dans la vie de Kisholm et Ifeoma fut brisée lorsque leur photo, prise par un journaliste de tabloïd à l'affût lors d'un déjeuner tranquille dans un café miteux, fit le buzz sur Internet. L'image, apparemment anodine, où Kisholm se penchait légèrement en avant tandis qu'Ifeoma souriait, fut transformée en un cirque médiatique. Chercheuse de trésors ou sauveuse, titraient les journaux. La dernière histoire d'amour de Kisholm Obiku, femme de ménage devenue millionnaire, a été diffusée sur les réseaux sociaux. Les commentaires ont inondé les réseaux sociaux, moquant le passé d'Ifeoma, décortiquant sa garde-robe et qualifiant leur union de coup de pub ou de coup de foudre. Des blogs anonymes ont même exhumé de vieilles photos d'elle vendant des légumes à Adjugunal, les utilisant pour stigmatiser son ascension. Ifeoma, toujours forte dans le silence, refusait de pleurer. Mais Kisholm remarqua qu'elle portait des vêtements plus amples et qu'elle nouait son foulard plus bas pour se protéger le visage. Elle continua de marcher à ses côtés, mais sa voix devint plus basse. Kisholm était furieux, non seulement contre le public, mais aussi contre lui-même. « J'aurais dû te protéger de ça, » dit-il un soir, assis sur la terrasse, l'océan au loin n'offrant aucun réconfort. « Je me fichais de ce qu'on disait de moi. Mais voir ce qu'ils te font, ça me fait bouillir. » Ifeoma le regarda et secoua la tête. « Non, je n'ai pas honte de mes origines. Laissons-les parler. Ma mère m'a élevé avec rien d'autre que ses mains et ses prières. Je ne laisserai pas les étrangers me rabaisser. » Sa voix se brisa, mais son regard resta fixe. Kisholm tendit la main et la serra fort. « Tu n'es pas petite, Ifeoma. Tu es devenue la seule chose qui donne forme à ma vie. » À cet instant, ils comprirent tous deux qu'ils ne survivaient plus seulement au contrat, mais au monde ensemble. Alors que la tempête médiatique commençait à s'apaiser, une nouvelle perturbation frappa, littéralement. Elle s'appelait Didi Amaka et se tenait aux portes de l'Obiki, vêtue d'une robe rouge ajustée et de talons au couteau, un bouquet de lys blanc à la main. « Dis-lui que son passé l'attend, » dit-elle aux gardes, les lèvres étirées en un sourire narquois et confiant. Dès que Kisholm entendit son nom, son visage pâlit. Il n'eut même pas besoin de s'expliquer. Ifeoma le regarda sortir vers le hall avec un malaise qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines. Didi était la femme qu'il avait failli épouser avant son diagnostic. Celle qu'il avait quittée discrètement, sans explication,
une fois son état rendu public. Et voilà qu'elle revenait, lui offrant une image familière, évoquant de vieux souvenirs et ne demandant qu'une seule conversation. Ce soir-là, Ifeoma se tenait près de l'escalier pendant qu'ils discutaient, l'estomac noué par le doute, la chaleur entre elle et Kisholm redevenue soudain fragile. Après la deuxième visite de Didi, le chef Obiki fit venir Ifeoma dans son bureau. « Soyons honnêtes, dit-il sans préambule. Le retour de Didi n'est pas accidentel. Elle flaire l'opportunité. Si Kisholm veut vraiment la récupérer, je ne l'en empêcherai pas. » Le cœur d'Ifeoma se serra, mais elle soutint son regard. « Je ne suis pas venu ici pour rivaliser. S'il la veut, je me retire. » Sur ce, elle emballa discrètement quelques vêtements et emménagea dans la maison d'amis sans attendre qu'on lui pose la question. Ce soir-là, elle laissa un mot dans la chambre de Kisholm. « Ce n'est pas une défaite. C'est de la dignité. Préviens-moi quand tu auras choisi. » Ce n'était pas la colère qui l'envahissait, mais le chagrin. Non pas pour la richesse, ni pour la honte publique, mais pour le lien authentique qu'elle croyait enfin naître. Ce soir-là, Kisholm fixait la place vide près de son lit, le silence assourdissant autour de lui. Didi était revenue pleine d'excuses, ses mots doux mais creux. « J'ai paniqué » avait-elle dit. « Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Pourtant, lorsqu'elle s'est penchée et a touché sa main, il n'a rien ressenti. Pas d'étincelle, pas de connexion, pas de paix. Quand elle est finalement partie, il est allé dans le jardin et a trouvé un des carnets oubliés, d'Ifeoma sur le banc. À l'intérieur se trouvaient des pages remplies de ses écrits, de ses pensées, de ses prières et de petits poèmes. Une lecture, il ne sait pas, mais je suis tombée amoureuse de lui à chaque respiration qu'il n'a pas prise avec moi. Sa gorge se serra. Ce n'était pas une question d'argent. Ça n'avait jamais été le cas. La femme qui l'avait accompagné dans ses pires jours, qui avait lavé sa sueur et bravé les ragots, n'était plus un contrat. Elle était à la maison. Le lendemain matin, Kisholm se rendit à pied à la maison d'hôte pour la première fois. Ifeoma ouvrit la porte, surprise de le voir sans son infirmière. Il n'attendit pas qu'elle réponde. « Elle est partie, » dit-il. « Et si tu pars aussi, je ne perdrai pas seulement une femme. Je perdrai la seule raison pour laquelle je respire encore. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Ce n'était pas censé être de l'amour, Kisholm, murmura-t-elle. « Je sais, » répondit-il en s'approchant. « Mais peut-être que l'amour n'a pas toujours besoin de permission. » Et puis, les mains tremblantes et le cœur encore incertain de son avenir, il l'embrassa, doucement, pleinement, sincèrement. Ce n'était pas un feu d'artifice. C'était quelque chose de plus calme, plus profond. Une promesse écrite dans la peau, et non à l'anx. À partir de ce jour, Ifeoma est retourné vivre dans l'aile de Kisholm, non par obligation, mais parce qu'il voulait construire quelque chose de concret, même si ce serait sur une courte période. Elle a repeint la chambre d'amis pour en faire un atelier privé où il pouvait écrire et réfléchir. Il a commencé à prendre ses médicaments sans protester, à manger avec intérêt et même à sourire plus souvent. Ils ont commencé à parler de choses que font les couples normaux. Musique, rêve, où ils iraient s'il allait mieux. Il a même commencé à les appeler, elle et Kim, un mois. Un dimanche matin, elle s'est réveillée et l'a trouvé dans la cuisine en train de préparer de l'acra. La pâte était horrible et l'huile trop chaude, mais ils ont ri malgré le désastre. Ce n'était pas une question de perfection. C'était une question d'effort. Leur relation est devenue une lente danse de guérison et de redécouverte. Lorsqu'il recevait des visiteurs, Kisholm la présentait non pas comme ma femme, mais comme l'amour de ma vie. Le personnel commença à la traiter différemment, non pas à cause de son nouveau titre, mais parce qu'il voyait la joie qu'elle apportait à la maison. Même le chef Obiko, qui laissait rarement paraître ses émotions, souriait en surprenant un couple regardant de vieux films de Nollywood et partageant un bol d'arachide. « Je t'ai mal jugé, » dit-il un soir à Ifeoma. « Tu n'as pas sauvé mon fils avec de l'argent. Tu l'as sauvé avec du temps et de la gentillesse. » Et pour la première fois, Ifeoma réalisa qu'elle n'était pas seulement de passage dans cette famille. Elle avait contribué à sa guérison. Le chef Kenneth Obiku se tenait à la fenêtre de son bureau, contemplant la ville, mais ses pensées étaient tournées vers l'intérieur. Voir son fils revenir à la vie l'avait rendu humble d'une manière inattendue. Pendant des années, il avait cru que l'argent pouvait tout arranger, le statut social, les chagrins d'amour et même la mortalité. Mais il avait vu Ifeoma faire ce qu'aucune de ses richesses n'aurait pu faire, donner à Kisholm une raison de vivre. Ce soir-là, il invita de nouveau Ifeoma dans son bureau,
non pas en tant que patron ou beau-père, mais en tant qu'homme accablé par ses propres défauts. J'ai eu tort de te prendre pour un instrument, avoua-t-il. Tu m'as montré ce que signifie vraiment l'héritage. Et pour cela, je veux que tu aies ta part maintenant, pas à sa mort, mais maintenant. Ifeoma était stupéfaite. Chef, je n'ai rien fait de tout ça pour l'argent. Il hocha la tête. Je sais, et c'est exactement pour ça que tu le mérites. Il lui tendit un dossier juridique, déjà signé et scellé. 50% de mes avoirs. À vous. Aucune condition. Elle resta figée, le poids de ce papier plus lourd que de l'or. Tu l'as bien mérité, Ifeoma. Mais surtout, tu as gagné mon respect. Ses yeux se remplirent de larmes, non pas à cause de la richesse, mais de la reconnaissance. C'était la première fois qu'un homme de pouvoir la regardait et voyait plus que son passé. Il voyait sa valeur. Et à cet instant, l'orpheline issue de l'adju du mal ne se tenait plus dans l'ombre de l'élite. Elle se tenait à leur côté, la tête haute, le cœur rempli, et enfin vue. Ifeoma était assise en face de Schisme dans leur salon privé, le visage tendu tandis qu'elle déposait le document officiel de propriété sur la table entre eux. « Je ne veux pas de ça, dit-elle doucement. Pas maintenant. Pas tant que ta vie est en jeu. » Schisme fronça les sourcils, essayant de déchiffrer son expression. « Ce n'est pas une question d'argent, poursuivit-elle. C'est ce que ça représente. Je n'ai jamais voulu être le gardien de l'empire de ton père. Je voulais faire partie de ton monde parce que j'y étais invité, pas parce que j'étais acheté. » Sa voix tremblait et elle détourna le regard. Schisme tendit la main et la prit doucement. « Tu n'as jamais été acheté, Ifeoma. Tu m'as donné ton temps, ta force et ta paix. C'est plus que ce que je pourrais payer avec 1000 héritages. » Il se leva, s'approcha de la fenêtre et contempla la silhouette des Legos. « Tu parles toujours d'héritage, dit-il. Mais sais-tu ce que je suis sans toi? De la possible. Je me fiche de l'entreprise, ni des comptes. Ce qui m'importe, c'est de pouvoir regarder demain et voir ton visage à mes côtés. C'est la seule chose qui donne un sens à tout cela. » Il se tourna vers elle, le regard plein de conviction. « Garde-le, pas à cause du contrat, ni des conditions imposées par mon père. Garde-le, car s'il m'arrive quelque chose, je veux être sûr que toi et ta famille ne souffrirez plus jamais. Ce n'est pas de la richesse, Ifeoma. C'est de l'amour. » Des larmes brillèrent dans ses yeux tandis qu'elle hochait la tête. Pour la première fois, la richesse qu'on lui offrait ne ressemblait plus à des chaînes, mais à une protection, comme quelque chose qu'il lui offrait pour préserver ce qu'ils avaient commencé à construire. L'état de schisme étant stabilisé, le couple fit le pacte de cesser d'attendre des miracles et de commencer à créer des souvenirs. Ils ont dressé une liste manuscrite, punaisée au dos de la porte de leur chambre. La liste des choses à faire avant de mourir de schisme. Le premier objectif, admirer le lever du soleil, à Obudu. Quelques jours plus tard, il prenait l'avion pour traverser la rivière. À l'aube, ils se tenaient enveloppés dans un châle au sommet de la montagne, le vent frais ébouriffant leurs cheveux tandis que la lueur orangée baignait les collines. Schisme affichait un sourire plus blanc que jamais, sa main serrée dans la sienne. « Maintenant, je sais à quoi ressemble la paix. » murmura-t-il. D'autres jours étaient synonymes de rire et de joies inattendues, de glace sous la pluie, de visites d'orphelinat où ils donnaient anonymement des fournitures scolaires et même d'apprentissage de la valse dans leur salon, se trébuchant les pieds sur la musique d'une vieille chaîne stéréo. L'un des moments les plus émouvants était la visite de la tombe de sa mère à Obudu. Schisme n'y était pas retourné depuis son enterrement, trop brisé par les souvenirs. Mais, avec Ifeoma à ses côtés, il s'agenouilla devant la pierre tombale et pleura, non pas de douleur, mais de soulagement. « Elle t'aurait aimé, murmura-t-il d'une voix tremblante. Ifeoma déposa une rose blanche près de la tombe. « Je l'aime déjà, répondit-elle. Ils passèrent la soirée dans un modeste pavillon, à partager du maïs grillé acheté chez un vendeur ambulant, à regarder les enfants courir après les cerfs-volants. La vie n'était pas parfaite, mais elle était réelle. Schisme ne comptait plus ses jours avec appréhension, mais avec gratitude. Pour la première fois, l'idée de mourir ne l'effrayait pas autant que celle de ne pas vivre pleinement avec la femme qui lui avait appris à vivre à nouveau. De retour à Lagos, le cardiologue de Schisme demanda une nouvelle série d'examens. Les examens durèrent plus longtemps que d'habitude, et le silence du médecin fit battre le cœur d'Ifeoma à tout rompre. Ils restèrent assis dans la salle de consultation, main dans la main. Finalement, le médecin leva les yeux et sourit. « Il y a un nouvel essai clinique » a-t-il dit.
Une procédure cardiaque expérimentale a récemment été approuvée en Europe. En fonction de votre amélioration et de votre profil de santé, vous pourriez être admissible. Le silence se fit dans la pièce. Schisme cligna des yeux. « Attendez, vous voulez dire que je pourrais vivre plus de 18 mois ?» Le médecin acquiesça. « C'est risqué. Mais il y a une fenêtre, étroite mais réelle. » Iphéoma lui serra la main et des larmes ruisselèrent sur ses joues. « Nous le ferons » dit-elle fermement. « Nous allons tenter notre chance. » Le chef Obiku fut mis au courant et, pour la première fois depuis des années, le milliardaire austère parut visiblement ébranlé. Il fit un signe de tête au médecin, puis se tourna vers son fils. « Quoi qu'il en coûte, c'est à toi. » Les préparatifs commencèrent immédiatement. L'opération était prévue pour la semaine suivante dans un hôpital de premier ordre. Chaque soir avant l'opération, Schisme et Iphéoma priaient ensemble, puis dansaient lentement au son de la musique dans leur chambre, se tenant l'un contre l'autre comme si le monde allait disparaître. « As-tu peur ?» lui demanda-t-elle un jour. « De te perdre ? Oui. De mourir ? Plus maintenant. » Ces mots étaient doux, mais ils l'enveloppaient comme une armure. Et à mesure que les jours se réduisaient à quelques heures, leur lien se renforçait, non seulement en tant que couple, mais comme deux âmes qui avaient trouvé un but l'une dans l'autre. L'hôpital était étrangement silencieux le matin de l'opération. Iphéoma portait un pull bleu pâle, comme Schisme l'avait un jour complimenté, assise dans la salle d'attente, les mains jointes et les lèvres en prière constante. Les infirmières entraient et sortaient, leurs visages indéchiffrables. Le temps s'écoulait lentement. Les heures passaient. Le chirurgien en chef est ensuite sorti brièvement pour les informer. L'opération est délicate et nous avons rencontré des complications. Mais nous faisons tout notre possible. Ces mots la transpercèrent comme des larmes. Iphéoma se tenait près du couloir vitré, les yeux fixés sur la lumière rougeoyante du bloc opératoire. Son cœur battait si fort qu'elle avait du mal à réfléchir. Elle se souvenait de chaque instant. Le jardin, les émissions de cuisine, la pluie, le cimetière. Et elle murmura, « Mon Dieu, s'il vous plaît, ne le prenez pas encore. » Alors que l'opération touchait à sa fin, elle fut autorisée à entrer brièvement en salle de réveil avant qu'il ne se réveille. Il était pâle, immobile, les machines bipant sans interruption à ses côtés. Elle s'assit près du lit, lui prit la main et se pencha. « Je ne t'ai jamais dit la vérité, » murmura-t-elle. « Quand je t'ai épousé, je ne savais pas comment aimer quelqu'un que je risquais de perdre. Mais quelque part entre ta douleur et ton silence, j'ai trouvé quelque chose de sacré. Je t'aime, Chisholm. Je t'aime tellement, ça me terrifie. » Une larme coula sur sa main, et elle embrassa ses phalanges. « Mais si c'est notre fin, que ce soit une fin que je ne regretterai jamais. » Elle ignorait qu'il était déjà à moitié réveillé. Et même s'il ne pouvait pas encore parler, une larme coula sur sa joue. Il avait tout entendu. 3 jours plus tard, le soleil se leva différemment, plus chaud, plus intense. Kishol m'ouvrit lentement les yeux, clignant des yeux dans le blanc éclatant de la chambre d'hôpital. La première chose qu'il vit fut Iphéoma endormie à côté de lui, recroquevillée sur la chaise, la tête posée sur sa main. Il bougea légèrement, la faisant sursauter. Lorsqu'elle leva les yeux et vit les siens ouverts, elle retint son souffle. « Chisholm » murmura-t-elle en lui tendant la main vers le visage. Il hocha lentement la tête, la voix rauque. « Maintenant, on peut vraiment commencer à vivre. » Elle fondit en larmes, riant et pleurant à la fois, couvrant son visage de baisers. L'infirmière entra, surprise par ce qu'elle voyait, puis sourit et recula silencieusement. La vie était revenue non seulement dans le corps de Kishol, mais aussi dans leur avenir commun. Les semaines passèrent, et la guérison s'annonçait par petites victoires. Marcher sans aide, préparer les repas ensemble, planifier des visites à Inugu pour rencontrer la famille élargie d'Iphéoma. Le manoir se transforma en foyer. L'esprit d'entreprise de Kishol se réveilla, cette fois avec Iphéoma à ses côtés, non seulement comme épouse, mais comme partenaire de vision. Lorsqu'il la ramena là où elle récurait autrefois les sols de la cuisine du personnel, il lui baisa la main et lui dit « C'est ici que notre histoire a commencé, non pas par la richesse, mais par le courage dont tu as fait preuve en disant oui. » Ils se tenaient sous ce même toit qui ressemblait autrefois à une prison, désormais empli de chaleur et de lumière. Et en sortant main dans la main, il emportait avec eux une vérité plus forte que le temps, plus forte que la maladie. L'amour ne nous trouve pas seulement, il nous transforme. Merci de votre attention. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.
Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.